bonne nouvelle si vous ne vous en sortez plus avec vos enfants, si vous avez l'impression de passer votre temps à leur hurler dessus et que vous ne savez plus quoi faire. Le jeudi 25 avril à 21h, j'organise un webinaire sur le thème « J'arrête de crier sur mes enfants ». Je vous donnerai 3 clés, peut-être même une 4e, si on a le temps, pour avoir une relation beaucoup plus paisible et sereine avec vos enfants, pour mieux comprendre d'où viennent ces conflits et comment y remédier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui est dans les notes de l'épisode que vous écoutez pour le webinaire du jeudi 25 avril à 21h. J'ai hâte de vous y retrouver et j'en profiterai pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à venir avec vos questions de parentalité et d'éducation. Nous aurons un temps de réponse aux questions vers la fin du webinaire. Maintenant, je vous laisse écouter votre épisode. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Et oui, ce podcast a maintenant 4 ans. Nous venons de fêter son 4e anniversaire. Et en regardant un petit peu les anciens épisodes que j'ai enregistrés, je suis évidemment tombée sur le podcast numéro 0. Qui suis-je ? Qui vous permettait de me connaître un petit peu mieux. Je vous avais demandé les questions que vous aviez pour moi, toutes les questions que vous aviez sur notre famille, notre fonctionnement en école à la maison, etc. Et j'avais répondu à l'époque à toutes vos questions avec mon mari comme journaliste intervieweur. Et je me suis dit que 4 ans après, c'était peut-être utile de refaire le point, de voir où on en était, comment on avait évolué durant ces 4 années, à la fois dans notre fonctionnement familial, dans notre mode d'instruction, et aussi au niveau des Montessori 7 et de ce qui s'est développé depuis 4 ans et de ce qui va continuer à se développer dans les années à venir. Donc j'ai à nouveau invité mon mari, Henri. Bonjour. Qui va donc me poser vos questions, qui va aussi apporter sa contribution, parce qu'il y a certaines questions qui le concernent directement, où vous vous demandiez par exemple quel était le rôle du papa dans notre instruction en famille. Donc voilà, nous sommes là tous les deux pour répondre à vos questions. Vas-y, Henri, je t'en prie, mitraille. Oui, donc on démarrait sur combien d'enfants avons-nous et pourquoi une si grande famille ? Alors j'avoue que cette question, je la craignais un petit peu et en même temps je me dis, c'est vrai que c'est important d'y répondre. J'en ai parlé dans le podcast 201 et dans un podcast très récent. Je vérifie rapidement, dans le 224, nous avions 5 enfants. Et malheureusement, l'un de nos enfants est décédé il y a un peu plus d'1 an, donc nous n'en avons plus que 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans 2 épisodes de podcast, mais c'est vrai que ça fait maintenant partie de nous pour le reste de notre vie. Nous sommes toujours parents de 5 enfants, notre fils sera toujours avec nous. Mais évidemment, il y a une espèce de rupture, de blessure qui change qui nous sommes, qui d'un côté nous ouvre aussi à plus de compassion, je pense, en particulier vis-à-vis de toutes ces familles qui ont perdu un enfant et qui sont malheureusement très, très nombreuses. Et en même temps, il faut avancer, il faut continuer, donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Alors, comme ça n'est pas le cœur du sujet de ce podcast, je voudrais revenir aussi un peu plus de légèreté peut-être. Puisque, en revanche, nous avons beaucoup plus d'animaux qu'il n'y a 4 ans. Nous sommes installés à la campagne et nous nous retrouvons maintenant avec une chienne, un chat, un lapin nain, plein de lapins d'élevage, des poules, poulets coqs, des canards, des cailles et très récemment 3 petites chèvres. Donc voilà, nous sommes bien occupés, disons que notre famille élargie s'est agrandie et voilà, ils font évidemment partie de notre vie au quotidien aussi. Alors nous sommes toujours donc en instruction en famille et donc pourquoi cette instruction en famille et pourquoi aussi avec la pédagogie Montessori ?
Alors effectivement, ça n'a pas changé. Il y a eu pourtant un parcours qui a évolué. Nos enfants ont été scolarisés pendant 1 année, il y a 2 ans maintenant. Et nous avons repris l'instruction en famille pour la plupart de nos enfants. L'une de nos filles est à l'heure actuelle scolarisée parce que sa passion est la danse classique. Et donc, elle est en horaire aménagé danse classique pour pouvoir suivre des cours au conservatoire en parallèle. Elle passe 8h30 au conservatoire à faire de la danse. Donc, c'est ce choix-là que nous avons privilégié pour elle. Mais son frère aîné et son petit frère et sa petite sœur, eux, sont toujours en instruction en famille. Et avec la pédagogie Montessori, sauf pour l'aîné. Mais ça, on y reviendra plus tard parce que je crois qu'il y avait une question sur les cours par correspondance. Donc, je ne vais pas revenir sur les raisons qui nous ont amenés à l'instruction en famille, ni à la pédagogie Montessori. Simplement préciser que ce sont nos enfants qui ont choisi de reprendre l'instruction en famille. C'était en accord avec eux. Et en fait, plus ils grandissent, plus on les implique dans cette décision. Et donc, en particulier, notre fils aîné qui est maintenant au niveau 4e, je dirais que la décision était la sienne à 95%. Évidemment, sinon, on n'était pas prêt à assumer derrière ce que représente l'instruction en famille, on le lui aurait dit. Mais c'était son souhait. Nous avons choisi son cours par correspondance avec lui et nous l'impliquons énormément dans l'organisation de l'instruction en famille. Nous avons fait son emploi du temps avec lui. Nous voyons tous les ajustements qu'il y a à faire. Est-ce qu'il faut travailler un peu pendant les vacances ? Est-ce qu'on réduit une demi-heure de travail ? Est-ce qu'on augmente la journée de travail d'une demi-heure ? Enfin, voilà, toutes ces décisions-là, nous les avons prises avec lui. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'au-delà de l'apprentissage académique, il apprend aussi à s'organiser. J'ai beaucoup admiré la décision qu'il a prise après son année de scolarisation de reprendre l'IEF parce qu'il s'ennuyait. Il avait des copains en 6e, ça se passait très bien, il avait d'excellents résultats, mais il s'ennuyait. Et du coup, je l'admire beaucoup de s'être dit, c'est bon pour moi d'apprendre plus de choses et d'en assumer les conséquences parce qu'il travaille du coup à un rythme qui est évidemment beaucoup plus intense que ce qu'il faisait en 6e à l'école, au collège. Donc voilà, je pense que au-delà des apprentissages académiques, c'est surtout un grand apprentissage de la maturité, de l'organisation de son temps de travail, de son investissement, c'est un apprentissage de la persévérance. Je pense qu'il développe énormément de choses là, bien au-delà du côté instruction et pédagogie. Et lorsque les enfants sont allés à l'école pendant 1 an, est-ce que du coup tu en as profité pour faire du co-schooling, chose que tu n'avais pas eu l'occasion de faire auparavant? Effectivement, c'était un peu l'occasion ou jamais. J'ai déjà parlé à multiples reprises de co-schooling. Il s'agit de compléter ce qui est transmis à l'école ou de travailler ce qui est transmis à l'école à travers d'autres outils, donc en dehors des temps d'école. Effectivement, nous avons un peu essayé lorsque tous nos enfants ont été scolarisés. Disons que les 3 premiers mois, j'ai suivi de très près ce qu'ils faisaient et effectivement, on peut se dire que j'avais un peu plus fait du co-schooling. Je les accompagnais par exemple pour tout ce qui était apprentissage du vocabulaire pour les dictées. Ils travaillaient avec un répertoire d'orthographe d'usage, qui est un outil que j'ai réalisé d'après un outil montessorien et que je propose dans mes formations. Donc, ils utilisaient tout cela pour apprendre. Évidemment, je mettais à profit un peu mes connaissances en pédagogie pour les aider à mémoriser ce qu'ils devaient mémoriser, les différentes techniques d'apprentissage, les différentes façons d'apprendre. On utilisait beaucoup de choses différentes. On utilisait les cartes mentales, on utilisait tout un tas de choses. Et d'ailleurs, dans l'accompagnement des Montessori 7, j'ai développé toute une rubrique sur le co-schooling avec les techniques qu'on a pu utiliser, que ce soit en français, en maths, en histoire, en anglais, pour apprendre du vocabulaire, pour retenir les faits importants autour d'une période historique, pour apprendre du vocabulaire, etc., etc. Et puis comment on travaillait les maths en revenant toujours au matériel Montessori et à la manipulation, en fait, au côté sensoriel. Mais en fait, au bout de 3 mois, il faut dire que les enfants avaient leur rythme scolaire et qu'ils avaient gardé le même nombre d'activités extrascolaires qu'auparavant.
c'est-à-dire beaucoup. Donc on avait un rythme qui était assez contraignant et les enfants étaient devenus autonomes dans l'utilisation de ces outils. Nous avions, Aliénor qui était en moyenne section, ça restait assez léger. La grande frustration avec elle, c'était qu'elle voulait absolument apprendre à lire et écrire et que ça n'était pas possible dans sa classe. Donc on profitait un petit peu des vacances, elle et moi, pour travailler ça, pour répondre à son envie du moment. C'était un peu ma grande frustration parce que je me disais que c'est au moment où un enfant a envie d'apprendre qu'il faut lui apprendre des choses. Et sinon, on saute un peu le moment béni, le moment où tout est facile, parce que l'envie est là et on se retrouve plus tard à ramer parce qu'il faut leur apprendre à lire et à écrire quand ils n'en ont plus envie. Mais voilà, il y avait cette seule frustration du côté d'Aliénor. Stanislas, de son côté, était en CE1. Et là, mon grand regret, c'est de ne pas avoir davantage suivi ses lectures. Je me suis aperçue trop tard qu'il ne lisait que des Ariol, des BD, des choses qui n'avaient pas grand intérêt, alors qu'il lisait des romans à l'entrée en CE1. Il lisait Le Petit Nicolas. C'est le dernier livre qu'il a lu avant de rentrer en CE1. Et en fait, de toute l'année, il n'a quasiment rien lu. Donc on a repris les choses en main après, mais cette année-là lui a fait perdre le goût de la lecture. Et quelque part, je regrette de ne pas avoir été plus vigilante là-dessus. Et il me parlait souvent de la bibliothèque de classe, et donc je m'imaginais qu'il lisait des livres dans cette bibliothèque de classe. Et en fait, celle-ci ne comprenait essentiellement que des BD ou des tout petits livres qui ne lui apportaient pas grand-chose. Donc ça, c'était un peu dommage. Notre fille Elisabeth était à l'époque en CM2, et ma foi, ça se passait vraiment très bien. Donc pas de regrets particuliers. Voilà, on a travaillé avec elle les différentes techniques, mais son enseignante lui faisait aussi travailler les cartes mentales. Enfin, il y avait plein de bonnes choses. J'ai beaucoup apprécié les méthodes de cette enseignante en particulier. Et puis, François, en 5e, il y avait le côté... en 6e, désolée. Il y avait le côté intégration qui s'est bien passé. Et en fait, il s'est très, très vite retrouvé totalement autonome. Donc, disons que les 2 derniers trimestres, j'ai pris plus de recul là-dessus, j'ai davantage laissé faire les choses. Et donc, j'ai moins fait de co-schooling qu'au premier trimestre. Mais c'est aussi parce que les enfants avaient passé des années en fonctionnement Montessori, qu'ils étaient très autonomes et qu'ils avaient justement appris et découvert tous ces outils qu'on avait travaillé ensemble. Quant à ces 2 années récentes, où notre fille Elisabeth était au collège, elle est toujours au collège, on ne fait pas non plus vraiment de co-schooling parce que ces semaines sont bien trop lourdes déjà. Encore une fois, elle a 8h30 de danse en plus des cours du collège. Les horaires aménagés danse, ce ne sont pas des cours allégés. Elle a le même nombre d'heures de cours que toutes les autres filières, y compris en sport et en musique. Simplement, les cours sont regroupés de façon à libérer suffisamment d'heures l'après-midi pour qu'ils puissent aller au conservatoire pour faire de la musique ou de la danse. Donc, j'évite de lui rajouter des choses. En revanche, nous avons un système avec une amie. Il se trouve que moi-même, j'ai fait allemand LV2 et que nos 2 aînés font espagnol LV2. Et que cette amie a fait espagnol LV2 et que ces 2 enfants, ces 2 grands qui ont l'âge des nôtres, font allemand LV2. Du coup, on s'est organisé pour se faire des petites visios. Donc moi, je fais une visio pour chacun de ses enfants en allemand et cette amie fait une visio pour chacun de nos enfants en espagnol. Donc on a un petit peu ce soutien-là en espagnol qu'on peut voir comme du co-schooling qui permet d'aider Elisabeth à progresser dans ce domaine où moi, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à l'aider. Donc on a fait peu de co-schooling, mais j'ai envie de dire que tout ça, ça a été préparé par toutes ces années d'IEF qui ont rendu en quelque sorte le co-schooling moins indispensable, moins utile même, parce que les enfants déjà ont accumulé beaucoup de connaissances et de compétences, et puis parce qu'ils sont devenus extrêmement autonomes et qu'ils savent déjà utiliser tous ces outils qu'on peut proposer typiquement en co-schooling, comme les cartes mentales dont je vous parlais, les fiches, comment mémoriser, faire des leçons en 3 temps, etc., etc. Alors, si on parle maintenant de formation, quand nous avions tourné ce podcast il y a 4 ans, tu avais suivi beaucoup de formations particulières à la source. Depuis, tu as un peu élargi tes formations, enfin ton spectre d'action avec la discipline positive. Donc, quelles sont les formations que tu as suivies depuis ce premier podcast ?
Effectivement, j'ai continué à suivre des formations Montessori, mais dans d'autres centres de formation, chez Nashita, chez En Terre d'Enfance, des centres que d'ailleurs je vous recommande chaudement, qui sont de grande qualité. Ça fait partie des ressources Montessori que je recommande. Donc j'ai vraiment continué, effectivement, cette formation continue, tout simplement, à la pédagogie Montessori. Je continue d'énormément me renseigner sur ce qui se pratique, non pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et effectivement, depuis quelques années, je me suis formée à la discipline positive. Ce sont des outils que j'utilisais déjà depuis une dizaine d'années, je pense, au moins. Mais là, c'était l'occasion de me former en tant que facilitatrice en discipline positive. C'est-à-dire de passer un petit peu de l'autre côté, de pouvoir moi-même transmettre ces outils aux autres. Parce que, alors j'ai fait un podcast sur le lien entre la discipline positive et la pédagogie Montessori. En gros, j'estime que ces deux pensées, on va dire, partent d'une même vision de l'enfant et d'une même conception des besoins de l'enfant. Dans la pédagogie Montessori, on parle de liberté et discipline et de cet équilibre à trouver entre la liberté et la discipline. En discipline positive, on va parler de l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Et donc, je trouve que la discipline positive est à la parentalité, ce que la pédagogie Montessori est à l'instruction. Donc, je me suis formée en tant que facilitatrice parent et ensuite en tant que facilitatrice classe, donc pour pouvoir faire aussi des interventions dans le milieu scolaire. Et j'ai commencé à proposer des ateliers de parents pour justement aider un petit peu les familles, alors qu'elles pratiquent l'instruction en famille ou pas, mais parce que souvent, dans une difficulté qui semble être scolaire ou académique, en fait, il y a une difficulté relationnelle. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre correctement au sens académique s'il n'y a pas d'abord une bonne relation entre l'enseignant, le guide, l'éducateur, dans la pédagogie Montessori, ou le parent, et l'enfant de l'autre côté. Et puis, c'est vrai qu'il y a 4 ans, je parlais beaucoup des livres que je lisais. J'ai acheté beaucoup de livres. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, je lis beaucoup moins. En revanche, j'écoute beaucoup plus de podcasts. Et en particulier des podcasts en anglais. Surtout, sur un peu tous les sujets. Ce que je trouve formidable parce que je pense que je ferai d'ailleurs un épisode là-dessus, un de ces jours, sur l'élargissement de sa culture générale. J'écoute des podcasts d'histoire, de psychologie, des podcasts spécialisés sur le sommeil, des podcasts donc en anglais et en français sur à peu près tous les domaines, sur la psychologie adlérienne, sur plein de choses. Et d'ailleurs, la psychologie a toujours fait partie des domaines qui m'intéressaient particulièrement. Et donc ça, je continue de m'y intéresser. J'ai aussi suivi des formations à la psychologie adlérienne, qui est en fait le fondement de la discipline positive et qui, je trouve, est un éclairage particulièrement intéressant, que ce soit derrière pour l'instruction en famille, pour donner des formations Montessori ou animer des ateliers de parents. Donc voilà, pour moi, la notion de formation continue, elle est fondamentale. Mais ce que je trouve formidable, c'est que elle peut prendre des formes aujourd'hui assez différentes. C'est vrai que les podcasts, il y a 4 ans, n'étaient pas encore aussi répandus qu'aujourd'hui. Il y en avait déjà. J'en écoutais déjà. Mais je trouve que ça a pris plus d'ampleur et c'est une très bonne chose. Alors, donc on est lancé dans l'instruction en famille, donc pour 3 enfants sur les 4. Et la question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on pense continuer comme ça avec l'instruction en famille? Il y a 4 ans, on avait dit en substance qu'à l'entrée au collège, on se poserait doublement la question. Parce que c'est un âge où les adolescents ont davantage besoin d'être avec d'autres adolescents de leur âge. Bon, il se trouve qu'on a fait l'expérience avec François, qui est rentré donc en 6e au collège. Et comme je vous l'ai raconté, ça a été son choix de revenir en instruction en famille. Et là, l'année prochaine, pour son année de 3e, il est encore prévu qu'il soit en instruction en famille. En revanche, nous nous reposerons... il est plus que probable que François retourne, à l'école, au lycée, en seconde, pour se donner une année de transition avant que ces bulletins de notes, etc., ne soient utilisés pour Parcoursup. De toute façon, pour nous, il était important qu'en première et terminale, il soit dans le système classique, à cause de Parcoursup. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, Parcoursup prend très mal en considération
les parcours IEF et qu'on voudrait laisser le plus de chances possible à François d'avoir le parcours scolaire, académique qu'il souhaite et le métier qu'il souhaite derrière. Et comme il s'oriente plutôt, pour l'instant, il a le temps de changer, vers des filières de type prépa, il nous paraissait très compliqué de faire ça avec l'instruction en famille. Et on voudrait lui laisser l'année de seconde comme une année de transition pour reprendre ses marques dans un nouvel établissement, dans l'espoir qu'il ait du coup un bon dossier en première, un bon dossier en terminale. En revanche, Elisabeth, notre deuxième, elle est rentrée en 6e en collège horaire aménagé. Elle est partie pour y rester. Je pense qu'elle ne reviendra plus en instruction en famille. Et pourtant, elle nous redit souvent combien l'instruction en famille, c'est génial. Et elle aimerait... C'est vrai que si on habitait près d'un conservatoire, on la garderait probablement en instruction en famille parce qu'elle regrette le fait de pouvoir apprendre plus vite. Elle trouve qu'il y a beaucoup de pertes de temps au collège et qu'elle aimerait pouvoir suivre son rythme et donc avancer plus vite dans certains domaines. C'est vrai qu'en maths, elle a souvent son professeur qui leur donne des exercices à faire en cours et puis à finir à la maison, elle les a toujours finis pendant le cours. Donc ça, au moins, c'est un système où elle ne perd pas de temps, mais dans d'autres matières, elle a un peu ce sentiment de perdre du temps. Et sachant qu'elle consacre beaucoup d'heures à la danse, elle aimerait garder plus de temps pour jouer, pour bricoler, pour parler avec ses amis, etc. Et donc, pour Stanislas et Aliénor, on a encore un petit peu de temps. Donc, comme pour François et Elisabeth, on en parlera avec eux de façon plus approfondie, je dirais, à l'entrée au collège. On en parle avec eux chaque année, mais là, pour l'instant, on est parti pour continuer comme ça. On en reparlera plus sérieusement à l'entrée en 6e, mais si ça se trouve, ils poursuivront, comme François l'a fait, en instruction en famille au collège. Donc, on verra. Alors, nous nous posions il y a 4 ans la question de mon implication dans l'IDEF. Il y a 4 ans, c'était très léger, puisque finalement, je partais tôt le matin, à un moment où les enfants n'étaient pas forcément levés, et je rentrais, ils prenaient leur dîner habituellement. Bon, maintenant, j'ai beaucoup plus, des horaires beaucoup moins denses, du moins des heures d'absence beaucoup moins importantes, puisque je suis maintenant enseignant. Ça m'arrive donc assez régulièrement de pouvoir prendre le relais, quand je suis là, évidemment, dans la semaine. Et puis, de toute façon, je suis bien plus présent pour tout ce qui est activité avec les enfants. Donc là, sur ce plan, ça a beaucoup évolué, plutôt dans le bon sens, je pense. Ah bah oui, pour nous, c'est un bonheur de t'avoir un peu plus à la maison, évidemment. C'était tout l'objectif l'un des objectifs de ta reconversion, d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que moi, je dirais que ça nous permet d'être plus réguliers encore dans l'instruction. Parce que même si je me retrouve à devoir emmener un enfant chez le médecin, par exemple, toi, tu restes à la maison et tu peux faire une dictée à un autre enfant. Tu peux prendre un petit peu le relais. Même si tu vas pas forcément leur faire des présentations Montessori, pour ce qui est plus classique comme une dictée, tu peux tout à fait les faire travailler. Donc, c'est aussi beaucoup plus simple comme ça. Et puis, on a toujours ce même goût, l'un et l'autre, de la culture, de l'apprentissage. Et donc, comme on le faisait avant, on continue à faire beaucoup de balades dans la nature, à visiter beaucoup de monuments historiques, de lieux culturels, en famille, tous ensemble. Et ça, c'est important, je pense, pour nous tous. Même pour nous adultes, on a envie d'apprendre plein de choses. Et on essaie de transmettre ce goût, cette curiosité à nos enfants aussi, le week-end ou pendant les vacances. Alors, si on revient sur ton entreprise, on se posait la question pourquoi les Montessori 7 il y a 4 ans. Et du coup, ce qu'on peut se demander maintenant, c'est comment est-ce que ça a évolué, puis peut-être ce que tu vois pour la suite. Oui, surtout qu'on peut se poser la question de est-ce que les Montessori 7 ont encore une raison d'être aujourd'hui alors que l'instruction en famille est tellement menacée. Et donc, je dirais qu'il y a 2 aspects. Il y a justement cet aspect où, pour moi, la défense de l'instruction en famille est quelque chose de fondamental. Je l'ai dit et je le répète souvent, pour moi, l'objectif n'est pas que toutes les familles fassent l'école à la maison, ça serait absurde, mais que toutes celles qui le souhaitent et puissent le faire dans de bonnes conditions soient autorisées à le faire. Donc,
l'un de mes chevaux de bataille, c'est d'aider les familles à obtenir leurs autorisations pour instruire leurs enfants en famille quand elles le souhaitent. Et pour ça, même si j'ai envie de dire que c'est pas forcément un modèle économiquement très rentable, parce qu'effectivement, il y aura de moins en moins de familles, enfin peut-être pas de moins en moins, mais le nombre de familles en IEF ne faisait qu'augmenter. Et là, je pense qu'il aura été sérieusement réduit au cours de ces dernières années. Malgré tout, ça reste pour moi un point fondamental pour des raisons de valeur, même si évidemment au niveau économique, ça a moins de sens. À côté de ça, je pense aussi que la pédagogie Montessori a toute sa place dans le quotidien. C'est pour ça que j'ai créé une formation Aménager sa maison Montessori. Parce que simplement dans la vie familiale quotidienne, la pédagogie Montessori a beaucoup à apporter pour faciliter les relations familiales, tout simplement. Et puis, il y a tout l'aspect co-schooling et aussi parentalité que j'avais envie de développer. Parce que je me suis aperçue que souvent, quand on me posait des questions, moi j'ai un accompagnement des Montessori 7 depuis un certain nombre d'années, dans lequel les familles peuvent me poser leurs questions sur leurs difficultés, entre autres d'instruction avec leurs enfants. Et je me suis aperçue que les difficultés d'instruction venaient souvent, je l'ai dit un peu plus tôt, de difficultés relationnelles. Donc j'avais vraiment envie de développer cet aspect parentalité, cet aspect relation familiale, avec une casquette un peu différente. C'est-à-dire que dans la pédagogie Montessori, je peux et j'ose me présenter comme experte en pédagogie Montessori. Autant en parentalité, je suis une maman, comme beaucoup d'entre vous, ou peut-être que vous êtes papa, en tout cas un parent comme vous. Et je ne suis pas là en tant qu'experte, bien évidemment, je suis là en tant que facilitatrice, c'est le terme qu'on utilise en discipline positive. C'est-à-dire que je suis là pour vous partager des outils qui nous ont beaucoup aidés et qui aident au quotidien les familles que j'accompagne. Ça me fait toujours tellement plaisir quand les familles me disent « Oh là là, ça y est, ça a complètement résolu ce problème, c'est formidable, on est hyper heureux, ça a été radical. » C'est toujours un émerveillement pour moi parce que j'ai beau connaître ces outils. Je suis toujours émerveillée de voir que, oui, même dans une autre famille, dans plein d'autres familles, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, avec des familles recomposées, avec des parents solos, avec des familles plus classiques, avec des familles nombreuses. Dans tous les cas, ça fonctionne. Donc, je trouve ça formidable. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Et puis, j'ai vraiment envie de développer le côté formation de professionnels. Je suis déjà allée assurer des formations en crèche. J'aimerais pouvoir, j'ai déjà fait des conférences en école, j'aimerais pouvoir vraiment accompagner des classes en discipline positive sur un peu plus sur le long terme, sur au moins une année entière. Mais c'est pas toujours facile de rentrer dans les classes. Donc c'est l'un de mes objectifs aussi, tout en continuant à développer les formations Montessori, le 0-3 ans et puis le 6-12 ans, espérons-le. Alors, nos enfants sont à la fois en IEF et puis ils participent finalement à tes formations, donc que ce soit devant, parfois derrière la caméra. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les enfants vivent ceci? Donc j'ai déjà pas mal parlé de l'IEF et la façon dont ils le vivent. Ils sont tous très très heureux d'être en IEF. Quant à la partie formation, eh bien effectivement au début c'était François qui tournait avec moi parce que l'un de mes objectifs a toujours été de tourner des formations en conditions réelles, c'est-à-dire en apprenant les choses à mes propres enfants. Et puis, il y a eu Elisabeth, et puis il y a eu Stanislas qui était au cœur des formations langage et calcul. C'est-à-dire qu'il a appris à lire sous vos yeux, devant la caméra, pour cette formation. Il a appris à lire, écrire, compter, etc. Voilà. Pour la partie conjugaison aussi, Stanislas et Aliénor sont revenus un peu devant la caméra. Ils sont, je dirais surtout, curieux. Alors, pour la partie formation, ça n'a jamais posé de problème parce qu'en fait, c'était pas du travail supplémentaire. C'est-à-dire que je leur faisais une présentation Montessori comme je le faisais naturellement pendant nos temps de travail. Si je l'avais pas faite à ce moment-là devant la caméra, je l'aurais faite le lendemain matin dans notre temps de travail formel. Donc pour eux, ça ne rajoutait rien. Et il y avait ce côté intriguant de le faire devant la caméra, comment ça fonctionne, tiens, il faut un éclairage, et puis qu'est-ce que ça donne ensuite.
Et c'était... alors je dirais que pour moi, ça a été parfois exigeant et stimulant parce que parfois, c'était pas tout à fait le bon moment. Je croyais que c'était le bon moment et puis j'avais face à moi un petit garçon qui provoquait un petit peu, qui me cherchait, qui cherchait à faire des blagues. Et en même temps, je pense que c'était particulièrement intéressant du coup pour les stagiaires qui visionnent ces vidéos de voir comment on réagit dans ces cas-là. Et en même temps, ça m'a permis aussi de capter des très beaux moments. Je me souviens encore d'une vidéo, c'était sur le jeu du détective en langage où on avait tourné pendant une 20aine de minutes. Et c'était en fin d'après-midi, c'était le soir, vers 18h, quelque chose comme ça. Et Stanislas s'en réclamait encore et encore. Il me remontrait de nouveaux triangles et voulait qu'on continue. Et j'ai dû lui dire, non mais là, il faut aller dîner, en fait, il est tard. Il faut vraiment qu'on s'arrête. Donc, je trouve ça formidable de me replonger parfois dans ces vidéos parce que c'est aussi une trace de leur vie, de leurs apprentissages. Et je trouve ça merveilleux. Et eux, apparemment, le vivent plutôt bien. Et du coup, entre ceci, notre nouvelle maison multiples animaux, comment est-ce qu'on arrive à tout gérer ou comment est-ce qu'on fait pour gérer un minimum? Oui, parce que tout gérer, c'est pas vraiment ça. Hein. On a réécouté la réponse que j'avais donnée il y a 4 ans, où je disais bien que il fallait choisir ses priorités, que on ne repasse toujours pas. Si toi, peut-être un peu tes chemises. Donc, on ne repasse toujours pas. Et alors, ce qui m'a fait rire en réécoutant cette réponse, c'était que je disais que certaines familles choisissaient de manger les légumes de leur potager, de faire leur pain, leur yaourt, etc., et que c'était pas notre cas. Alors, on s'est un petit peu rajouté du travail parce qu'effectivement, depuis 2 ans, je fais notre pain au levain. On a des poules, on mange les œufs de nos poules. Là, en ce moment, on est en plein dans les semis pour notre potager. Je fais le fromage blanc, je fais les produits laitiers. Bon. Alors, tout ça, c'est quand même permis par plusieurs choses. C'est que je ne ferais pas nos produits laitiers si on n'habitait pas littéralement en face d'une ferme laitière, d'un élevage laitier. Et donc, j'ai juste à aller chercher notre lait en face de chez nous. Et puis, c'est venu petit à petit et que, au démarrage, les poules occupaient beaucoup de notre temps. Puis maintenant, on a trouvé un système où on a automatisé la fermeture de leur poulailler le soir et le matin l'ouverture. On a optimisé notre système pour les graines, pour l'eau, on a construit leur abri. Donc, disons qu'à chaque fois, il y a un investissement de départ en temps. Et puis ensuite, ça rentre dans la routine et ça va beaucoup mieux. Donc, c'est toujours chaotique parce que j'ai envie de dire que chaque fois qu'on a un petit peu de marge, on se la remplit avec de nouvelles choses, comme là, les chèvres, récemment. Mais c'est pareil, voilà, pour les chèvres, là, on est en train de leur construire une clôture, un abri un peu plus gros pour quand elles seront adultes. Mais c'est quelque chose qu'on fait une fois. Après, il n'y a plus qu'à l'entretenir. Et après, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, on fait au mieux. Je dirais que le fait qu'Henri ait des horaires de présence plus larges à la maison. Alors, j'aurais juste cassé un peu ce cliché du prof qui ne fait rien. Évidemment, un professeur a ses heures de présence devant la classe qui sont particulièrement fatigantes. Et puis, surtout pour un professeur qui débute, il y a tous les programmes à faire. Donc, les premières années, ça demande énormément de travail. Mais un travail qui peut se faire le soir après le dîner, qui peut se faire le week-end. Donc, on arrive quand même aussi peut-être plus facilement à garder des moments tous ensemble. Et on a chacun notre bureau en face de l'autre dans le salon. Et c'est hyper agréable de se voir quand on travaille. Rien que ça, je trouve que ça change un peu la dynamique. Donc, c'est... voilà. On arrive à peu près à équilibrer comme ça, même si, évidemment, je ne vous cache pas que oui, c'est beaucoup de travail. Nos enfants participent beaucoup à la vie de la maison. Ça a toujours été quelque chose d'important pour nous. Pas pour les exploiter, évidemment, mais pour qu'ils développent des compétences, déjà, autour du potager, autour des animaux. Et puis, un certain sens des responsabilités. C'est-à-dire que chaque enfant est responsable d'un animal, par exemple, si c'est juste le chat ou la chienne, c'est-à-dire de lui donner à manger, de lui donner à boire, de changer la litière pour le chat. Donc à chaque fois, pas quelque chose de trop gros. C'est comme toi et moi, nous deux qui sommes responsables du plus gros pour les animaux, mais qu'ils aient comme des responsabilités. Ça fait partie du soin du vivant et c'est tout un domaine de la pédagogie Montessori.
à la fois dans l'objectif qu'ils s'émerveillent, qu'ils découvrent, qu'ils respectent, qu'ils aiment le vivant, et puis aussi qu'ils développent le sens de la régularité, de la persévérance, le goût de l'effort, et puis, encore une fois, des compétences aussi pratiques, c'est-à-dire savoir comment, qu'est-ce qu'on donne à manger à des poules, comment on s'en occupe. Donc ça va être des choses plus ponctuelles auxquelles ils vont participer. Ça va pas être leur responsabilité, mais au moins, ils apprendront aussi à faire ces choses-là. Et dans tout ça, est-ce que tu arrives à garder du temps pour toi ou pour nous? Ou pour nous, oui. C'est très différent, je dirais, de l'équilibre qu'on avait avant. Les enfants font moins d'activités extrascolaires. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est davantage à la campagne et que donc, évidemment, chaque activité prend plus de temps. Les choses qu'on pouvait faire à pied auparavant, en fait, on avait tout autour du même petit jardin public. Il y avait les écoles des enfants, il y avait l'école de musique, il y avait le gymnase, il y avait l'école de danse, il y avait tout au même endroit. Là, ce serait beaucoup plus compliqué. Ça devrait dire vraiment passer ses après-midi, ses soirées dans la voiture. Donc, chaque enfant a une activité extrascolaire, en fait, si je dis pas de bêtises. Je réfléchis s'il y en avait parfois 2, mais non, c'est essentiellement une activité extrascolaire. Donc, on s'est gagné du temps là-dessus pour garder du temps aussi pour jouer ensemble, pour garder des moments de jeu de société, parce qu'on est une grande famille de joueurs, on adore ça. Donc, voilà, on passe tous ces moments en famille. Là encore, comme on est beaucoup plus à la campagne, je dirais qu'on voit moins fréquemment des gens au jour le jour, comme ça, dans la rue, en allant acheter notre pain ou en allant nous promener au parc, comme c'était le cas il y a 2 ans. En revanche, on a fait le choix d'investir dans une grande maison à la campagne. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut accueillir non pas seulement un couple de copains comme ça, mais des familles nombreuses, des familles de nos amis. On peut accueillir 8 ou 10 personnes sans problème. Alors, les enfants vont dormir sur des matelas dans les chambres les uns des autres. On fait un peu des dortoirs, mais les enfants adorent ça. Et du coup, on peut se retrouver à passer 4 jours, 1 semaine, 10 jours avec des amis qui viennent nous rendre visite. Donc, c'est un rythme un peu différent. Et on a quand même aussi une vie sociale le week-end, etc. C'est vrai que les dernières années où on habitait en région parisienne, quelque part, on avait moins de vie sociale parce que toi-même, tu préparais le CAPES en parallèle de ton travail. Donc, c'était assez exigeant. Tu avais préparé d'autres concours encore les années d'avant. Donc, c'était des concours militaires. Donc, tout ça, c'était prenant. Ça limitait en fait un peu notre vie sociale. Et là, je dirais qu'on a une vie sociale qui est très simple. On invite facilement chez nous. On invite facilement des copains nous invitent facilement, etc. Mais c'est très, très sans façon, en fait. En revanche, pour nous, on essaie de se garder le dimanche soir en couple, même si on ne sort pas forcément. On fait toujours dîner les enfants plus tôt le dimanche soir pour avoir notre repas en amoureux. Régulièrement, j'en avais déjà parlé au moment du confinement, c'était quelque chose qu'on faisait avant le confinement et que je conseillais à tous les couples s'ils le pouvaient. Voilà, on se faisait beau, on se fait toujours beau. On va acheter des plats chez Picard ou chez Thirier. Comme ça, on n'a rien à préparer. On sort l'argenterie, on sort la porcelaine et on fait un bon dîner en amoureux. On s'installe parfois la table dans notre chambre. On peut regarder un film ou pas. Et donc, on garde quand même ces moments au moins une fois par semaine entre nous. Et puis, alors, je sais que beaucoup de couples ont eu du mal pendant le confinement à vivre ensemble. Nous, le confinement a été une révélation en se disant, mais on adore travailler ensemble dans la maison, se croiser, etc. Donc là, c'est un petit peu l'accomplissement de ce rêve. On passe beaucoup plus de temps ensemble, donc ça, c'est vraiment très chouette. Quant à moi, individuellement, c'est vrai que c'est plus compliqué de prendre du temps pour moi. Je prends une demi-journée chaque mois pour aller dans un chalet spa. Ça me fait beaucoup de bien. Il y a un sauna. C'est l'occasion d'être un peu toute seule, de me détendre, de lire ou bien de réfléchir, de faire des projets, etc. Donc ça me fait du bien. Et puis, en fait, je profite un peu des moments de formation que je peux avoir. Je suis partie faire des formations à Paris là, cette année et l'année dernière. À la fois pour revoir des amis de région parisienne et puis pour
profiter un petit peu de la vie culturelle à Paris. Je trouve ça toujours très sympa. Donc tout ça prend des formes un peu différentes depuis 2 ans. Mais je pense qu'on a trouvé notre équilibre là-dessus. Aussi bien seul qu'en amoureux qu'avec les enfants en famille. Alors, on passe à un tout autre sujet. Les écrans et les enfants. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, j'espère que tu vas participer aussi là-dessus. C'est vrai que c'est pas évident. C'est un sujet où on se remet en question très souvent. C'est un vrai sujet à la maison. Pour différentes raisons. Déjà parce que nos enfants utilisent une appli comme Duolingo qui leur permet de travailler les langues, même les maths et la musique. Ils jouent à des jeux vidéo comme Powers, qui est un jeu éducatif que je vous recommande chaleureusement, avec une excellente atmosphère. C'est vraiment un jeu où tout est mignon. Enfin, dès 6 ans, il n'y a aucun problème pour y jouer. Et donc, c'est difficile de garder l'équilibre parce que, mine de rien, ils peuvent passer des heures sur Duolingo. Et ça n'est pas forcément bon pour eux. C'est-à-dire que oui, ça reste éducatif. Et oui, en même temps, il vaudrait mieux qu'ils aillent courir un peu dehors, jouer au ballon ou faire un jeu de société. Donc, c'est pas évident. Je dirais qu'on est perpétuellement en train de s'ajuster. Pour moi, c'est toujours un vrai défi aussi d'équilibrer le temps passé sur écran, sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone. À la fois parce que y a un exemple à montrer aux enfants. En même temps, mon travail nécessite que je passe du temps sur les réseaux. Aussi parce qu'il se trouve que j'apprends beaucoup de choses. Je parlais des podcasts tout à l'heure, mais même sur Instagram, j'ai appris énormément de choses sur le potager, sur les poules, sur le levain, sur les produits laitiers faits maison, etc. J'ai appris énormément de choses sur ces réseaux sociaux. Et en même temps, j'ai aussi perdu beaucoup de temps. Donc, c'est sûr, c'est extrêmement addictif. Donc, je dirais qu'on fait de notre mieux. Notre baromètre, ça reste quand même beaucoup, je crois. Est-ce que les enfants nous réclament des temps sur écran ou est-ce qu'ils sont contents avec ce qu'ils ont? Parce que je considère qu'à partir du moment où ils en réclament, c'est qu'il y a une forme d'addiction qui s'est développée, ils en ressentent le besoin, ils ressentent un manque. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils aient... Alors on a toujours notre soirée film, on fait toujours un apéro-film en famille chaque semaine. Comme Aliénor, qui a 6 ans, déplorait un peu de ne jamais pouvoir regarder des films pour elle. C'est vrai que son grand frère de 14 ans n'avait pas spécialement envie de voir Blanche-Neige, par exemple. Eh ben, on lui a accordé un petit temps de film supplémentaire une après-midi. Ils ont les temps de jeux vidéo, ils ont 2 créneaux d'une demi-heure de jeux vidéo. Et ils ont les temps sur Duolingo, où on a trouvé un accord, c'est-à-dire qu'on a fait un arrangement pendant un conseil de famille. C'est-à-dire que chaque enfant ne peut y jouer il travaillait, mais il peut travailler sur Duolingo qu'au plus une demi-journée dans la journée. Donc on a établi qui avait le droit de travailler sur Duolingo le matin, l'après-midi, dans quelles circonstances. Mais ça reste un sujet qu'on remet sur le tapis, je dirais, très régulièrement, parce qu'en grandissant, les enfants, nos adolescents ont envie de passer plus de temps sur les réseaux, et en même temps, encore plus à l'adolescence, ils ont besoin de se dépenser, d'exercer leurs muscles, parce qu'ils développent leur corps se développe. Et je pense qu'avec tous les jeux d'hormones, c'est particulièrement important qu'ils gardent une activité physique, qu'ils passent du temps à l'extérieur. Donc c'est un équilibre qui n'est pas évident, mais voilà. Je pense que c'est un travail en cours qui va se poursuivre tout au long de leur croissance, de leur jeunesse. Et que ça va rester une question pour nous, parce que c'est vrai que nous sommes une génération qui a assisté à la naissance d'Internet. Et en fait, on découvre au fur et à mesure toutes ces nouvelles choses. Il y a eu Internet, il y a eu les blogs, il y a eu les vlogs, il y a eu les podcasts, il y a eu les réseaux sociaux. Et forcément, on est aussi, je pense, et nos enfants, cette génération qui essuyons un peu les pots cassés de tout ça. J'espère que dans 10 ans, on aura aussi peut-être des outils plus ou une vision d'Internet et des réseaux sociaux qui nous aidera à garder un meilleur équilibre. Mais on est comme tout le monde, on tâtonne au milieu de tout ça. Pour finir sur Montessori, puisque c'est quand même ton sujet principal,
On se demandait il y a 4 ans quels sont les écarts que tu t'autorises dans la pédagogie Montessori. Eh bien, est-ce que ça a évolué depuis? Ben, pas vraiment, en fait. Je maintiens toujours ce que je disais à l'époque et ce que j'ai pas mal répété depuis, c'est que on peut avoir facilement tendance à papillonner d'une pédagogie à l'autre parce qu'on est attiré par la nouveauté, parce qu'on a envie de changer, parce que oh là là, les loose parts, oh là là, c'est mignon, c'est joli, j'ai envie de jouer avec, en fait. Et je reste convaincue qu'une pédagogie, mais même quelle qu'elle soit, en fait, fait vraiment ses preuves quand on la pratique à fond. Quand on va au bout des choses. Effectivement, je vois trop de gens qui se lancent dans la pédagogie Montessori qu'un enfant a 3 ans et qui abandonnent, mettons, 2 ans plus tard, parce qu'en fait, ils sont confrontés à leur enfant qui grandit, qui a d'autres besoins. Et au lieu de se plonger davantage dans la pédagogie Montessori pour approfondir et pour aller plus loin et puis pour découvrir qu'effectivement, à 6 ans, on change de plan de développement Montessori, il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Je vois beaucoup de gens qui cherchent à plaquer la pédagogie Montessori pour les 3-6 ans sur du 0-3 ans ou sur du 6-12 ans, alors que ce sont 3 tranches de développement, des plans de développement complètement différents, avec des besoins différents et avec une mise en pratique de la pédagogie qui va être différente. Donc, au lieu de papillonner, c'est vrai que je me suis toujours efforcée, au contraire, d'aller approfondir. Ce qui ne m'empêche pas, comme je le disais il y a 4 ans, de faire des petits apports qui viennent d'autres pédagogies. Le livre des siècles de Charlotte Mason, on l'utilise toujours. Mais globalement, je dirais que plus le temps passe, plus je suis heureuse et satisfaite de ce qu'on arrive à transmettre à nos enfants avec la pédagogie Montessori. Et oui, ça demande un effort, une certaine rigueur, j'ai envie de dire, de rester fidèle à une pédagogie. Mais en même temps, on en a vu les fruits sur nos enfants. C'est vrai que en les voyant grandir, on voit les qualités qu'ils ont pu développer grâce à ça. Donc, non, globalement, je pense que je suis restée une puriste Montessori. Et d'ailleurs, c'est très simple. Si j'avais été convaincue qu'un mélange de pédagogie... Alors, on fait quelque part un petit peu un mélange de pédagogie, mais disons qu'on a du 90% Montessori, 2% Mason, et puis un petit pourcent de ci, un petit pourcent de ça. Je pense que c'est le type d'équilibre qui fonctionne le mieux, plutôt que de chercher à faire du 20% Montessori, 20% Freinet, 10% Steiner, etc., etc. Donc je reste vraiment sur cette idée-là. Je trouve que c'est ce qui porte le mieux ses fruits. Et que souvent, quand on rencontre un problème avec la pédagogie Montessori, la réponse, elle n'est pas dans une autre pédagogie. Elle est dans la persévérance, l'approfondissement et le fait d'aller plus loin. Et que changer de pédagogie, en fait, on se retrouverait confronté à de nouveaux problèmes 6 mois ou 1 an plus tard, sans avoir jamais rien approfondi avec ses enfants. Donc voilà, merci Henri de m'avoir accompagné dans ce podcast aujourd'hui. Merci à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, 4 ans après le lancement de ce podcast. Il n'y a pas beaucoup de podcasts en fait qui durent aussi longtemps. C'est une grande joie pour moi parce que c'est un médium que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique, parce que j'aime pouvoir vous parler directement. Je trouve que c'est... déjà, c'est efficace pour moi par rapport au système de blog que j'avais avant. Et j'espère que pour vous, ça a un côté aussi plus convivial. Je trouve que ça nous rapproche. Alors, malheureusement, j'entends pas votre voix, mais j'ai vos retours par mail, vos retours par vos avis sur iTunes, sur Spotify, etc. Mais j'espère que de votre côté, vous rentrez un petit peu dans notre univers aussi par ma voix. Et justement, si ce podcast vous plaît, que vous avez envie de le soutenir, eh bien, vous avez toute votre place, tout votre rôle à jouer pour le diffuser davantage. Pour cela, je vous recommande de mettre une note sur iTunes ou sur Spotify, de laisser un commentaire et de partager ce podcast avec les gens de votre entourage à qui il pourrait bénéficier. Par exemple, de poster un petit épisode sur un groupe WhatsApp, d'envoyer un mail à un ami, etc. Ça contribue énormément à faire connaître ce podcast. Ah oui, et vous abonner aussi sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça envoie un signal aux plateformes pour dire que ce podcast est un podcast de qualité.
Merci à vous tous. À très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure. Et Henri. Hey, psst. Avant de partir, n'oubliez surtout pas de vous inscrire pour le webinaire J'arrête de crier sur mes enfants. Si vous voulez découvrir les 3 clés que j'ai à partager pour vous aider à avoir une relation beaucoup plus sereine avec vos enfants, eh bien, il faut cliquer sur le lien qui est dans les notes de cet épisode pour vous inscrire et recevoir toutes les informations de connexion. J'ai très hâte de vous y retrouver. À très bientôt.